Situé entre l'Iran et la péninsule arabique, le détroit d'Ormuz constitue l'un des points de passage maritime les plus stratégiques au monde. Chaque jour, une part significative du commerce mondial d'hydrocarbures y transite, faisant de cette étroite bande d'eau un levier géopolitique majeur. Dans un contexte de tension accrue entre Washington et Téhéran, la menace récurrente d'une perturbation du trafic maritime soulève des inquiétudes globales. Risque d'escalade militaire, flambée des prix de l'énergie, déstabilisation économique internationale. Alors, Monsieur Morgan, vous êtes expert et consultant en géopolitique, n'est-ce pas? Naturellement. Vous allez ainsi donc nous éclairer sur certaines questions. En parlant du droit de la mer, du droit de la navigation maritime, que devions-nous savoir, ou mieux, le droit international permet-il une telle action? Il faut déjà commencer par comprendre que les nations, dans leur entièreté, ont convenu du fait que les détroits font objet de transit, passage de transit. Et donc, aucunement ne devrait faire l'objet d'un blocage. C'est interdit par le droit international et plus précisément le droit de la mer. Donc, si on s'appuie sur cette réglementation internationale, il est clair que le blocage du détroit est une violation totale de tous les principes du droit international. Et donc, lorsqu'on viole un principe qui est censé régir le comportement des États dans le Conseil des Nations, il est clair que les conséquences sont d'une certaine grandeur. Et aujourd'hui, nous avons ce blocage qui est vraiment critique pour ce qui est de l'économie internationale et pour ce qui est de la coopération et du développement économique de plusieurs États. C'est un problème majeur qui dépasse seulement la région du Moyen-Orient, mais qui touche de façon globale le monde entier. Et donc voilà, il y a des provisions du droit international qui l'interdisent et il y a un fait qui a des conséquences qui touchent le monde dans sa globalité. Et il faut quand même comprendre que ce qui se passe au Moyen-Orient ne s'inscrit aucunement dans le respect du droit international. Même la guerre qui est en cours semble ne respecter aucunement un ensemble de facteurs clés de ce qu'on appelle le droit de la guerre. Et donc on est dans une violation totale, on est dans une situation où on pourrait dire que cela s'apparente à tous les coups sont permis et que personne ne respecte plus rien. Et donc ça devient compliqué d'exiger aussi bien de l'Iran que d'autres acteurs de respecter le droit international dans un contexte où tous les protagonistes à un moment donné ont violé de façon assez royale les principes de ce droit international. Merci beaucoup à vous, Monsieur Morgan. Et d'après cette belle réponse que vous venez nous donner, que pouvons-nous comprendre réellement du droit international? Vous insinuez là que le droit international n'existe plus ou les États actuellement en guerre ne respectent-ils plus le droit international ou quoi? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Est-ce que le droit international n'existe plus ou sont ces États qui ne respectent plus le droit international? Il est important de comprendre même l'essence et les fondamentaux du droit international qui diffèrent des fondamentaux du droit national ou du droit interne. Le droit interne a pour élément distinctif majeur le caractère coercitif du dispositif qui existe, qui fait qu'une fois que vous violez
le droit interne, il y a tout un ensemble de mécanismes juridiques et même policiers qui existent, qui permet de ramener chaque contrevenant au droit interne à l'ordre. Dans le cas du droit international, cela n'a jamais été ainsi de façon matérielle. Cela est ainsi de façon beaucoup plus relative. Il s'agit de quoi? Lorsque vous êtes sur la scène internationale, et ça c'est en tenant compte de l'histoire des relations internationales, et que vous violez les règles ou les pratiques du droit international, il est clair que si vous n'êtes pas un acteur majeur de la scène internationale, c'est-à-dire doté d'une puissance économique et d'une capacité militaire, pour ne pas dire stratégique en matière de nucléaire important, il est très facile pour les gardiens entre griffes de la scène internationale de vous ramener à l'ordre par une multitude de sanctions ou pas même une remise en cause du dispositif de coopération qui vous rend d'une certaine façon dépendant vis-à-vis de ces gardiens. Il s'agit bel et bien de ces États qui se retrouvent au Conseil de sécurité des Nations Unies avec le droit de veto. Mais lorsque la scène internationale a pour élément perturbateur l'un de ces acteurs considérés comme les gardiens du cadre international, oui, donc possédant le droit de veto, décideur majeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est très difficile pour un acteur quelconque de les ramener à l'ordre, puisque ce sont ceux-là même qui ont pour mission ou devoir de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et dans le cas d'espèce, on se retrouve à avoir les États-Unis comme protagonistes majeurs de ce qui se passe au Moyen-Orient avec Israël, sans oublier que ayant pris l'initiative de ce conflit au Moyen-Orient, ce sont là des acteurs qui sont à la fois sur le plan militaire, économique, stratégique, très puissants et qui ont très peu de vis-à-vis. Et donc, dans une certaine pratique de respecter ce à quoi on s'est engagé, les autres acteurs majeurs sont tenus à faire de l'observation plutôt qu'à agir et causer peut-être un plus grand dommage de façon globale. D'accord, merci à vous, monsieur. Et tout de suite dans vos propos, vous aviez semblé aborder le non-recours à la violence en droit international. Si j'ai pu bien vous suivre, vous avez dit tout de suite que les grands décideurs possédant le droit de veto aujourd'hui sont ceux-là même qui usent des armes de la force sur, je dirais sur les États peut-être minables et les États ne possédant pas des armes nucléaires. Alors moi je voudrais vous demander qu'est-ce qui nous reste concrètement du non-recours à la violence en droit international? Est-ce qu'il reste encore quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu ou nous dire s'il reste réellement quelque chose de concret du non-recours à la violence en droit international? Bon, déjà, il faut commencer par dire qu'il n'y a pas d'État minable en griffe, mais que ce sont juste des États qui ont des attributs différents des autres États. Et ensuite, lorsqu'on parle de non-recours à la violence, c'est un principe et un idéal de comportement que les États ont décidé d'avoir après avoir été témoins des catastrophes qui ont conduit à se retrouver avec un dommage ou des morts vraiment importants lors des guerres, les guerres du passé, à savoir les deux grandes guerres en griffe considérées comme guerre mondiale. Après ces expériences, les États se sont dit on ne veut plus être témoin de ce genre de choses et donc il faut trouver une parade, une solution. On a donné beaucoup plus de force à ce qu'on peut appeler droit international. Donc, c'est pas un droit qui a très souvent mis fin à l'idée
de la violence, mais plutôt à trouver le moyen de mettre la violence dans un état assez restreint, refusant que ce soit désormais un outil de puissance avec lequel les États négocient et atteignent leurs objectifs et défendent leurs intérêts sur la scène internationale. Mais cette possibilité a toujours existé, surtout sur la scène internationale où il n'y a pas de gendarmes du monde, il n'y a pas de gendarmerie du monde. Donc, c'est juste qu'on se retrouve aujourd'hui dans un contexte de destruction et de reconstruction. Quand on veut s'appuyer sur la théorie des cycles, qui fait qu'à un moment de l'histoire, on se retrouve à faire face à une crise majeure où tout est détruit, et ensuite, immédiatement après cette crise, le cycle de reconstruction reprend avec des acteurs majeurs. Ça, c'est la théorie des cycles. Et c'est une théorie qui est assez valable lorsqu'on regarde avec beaucoup de recul la situation qui prévaut aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Donc ce n'est pas forcément qu'on est en train d'assister à une destruction du droit international. Il est là, il existe et va toujours exister parce que les États ont décidé qu'il faille faire recours à un certain nombre de principes pour pacifier leur interaction. Maintenant, c'est bien qu'il existe et qu'il soit là. Il faut une volonté majeure des États pour respecter ce droit international et pour amener les autres États à respecter ce droit international. Et tout dépend des États qui ont naturellement le plus d'influence et le plus d'attributs en matière de pouvoir, parce qu'il faut rappeler, comme je l'ai dit, dans le droit interne, il faut de la coercition. Cela n'exclut pas la capacité de coercition aussi au niveau du droit international. C'est pour cela qu'on a mandaté dans une certaine mesure certains États qui ont affiché des attributs économiques, militaires et nucléaires très supérieurs aux autres. On les a mandatés d'être les gardiens du respect de ce droit international, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais le problème, c'est que lorsque ces acteurs se retrouvent impliqués dans ce qu'on peut considérer comme la menace à la paix et à la sécurité internationale, on est tenu de constater et de faire ce qu'on peut comme négociation pour les amener à reprendre en griffe la raison ou simplement d'observer qu'ils reviennent à la raison. D'accord, merci à vous, merci. J'aimerais savoir si, en cas de fermeture du détroit et par ces derniers, est-ce qu'il est prévu des sanctions envers tout État et spécialement envers l'Iran, puisque c'est lui qui menace de fermer le détroit? Et si oui, et comment est-ce que la mise en œuvre de ces sanctions se fera? Déjà, c'est déjà bien que vous ayez parlé de prévention, de possibilités de sanctions, et aussi vous avez eu la bienveillance d'attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit ici de l'Iran. Mais la seule chose qui n'a pas été mise en exergue dans votre introduction, c'est que l'Iran bloque le détroit en guise de retaliation face à une attaque assez intéressante de la part des Américains et d'Israël. Ce qui signifie simplement qu'on est ici dans une situation où l'Iran, en tant qu'État, s'attaque aux intérêts des Américains dans la sous-région du Moyen-Orient. Et ça, en matière de guerre, on ne peut pas demander à l'Iran ou refuser à l'Iran d'utiliser les moyens dont l'Iran estime être les meilleurs pour défendre ses intérêts. Donc ça devient compliqué parce qu'on est en situation de guerre, et ça devient quasi impossible parce qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué de décider de prendre des sanctions. Et si on devait prendre des sanctions de façon objective, ce ne serait pas forcément à l'endroit de l'Iran. Parce qu'avant
la déclaration en griffe non conventionnelle de guerre avec l'Iran, le détroit d'Ormuz était ouvert et il fonctionnait et on n'avait pas ces problèmes. Donc c'est très délicat pour tout État ou toute institution qui va vouloir sanctionner. Ce serait assez partiel de sa part que de ne pas tenir compte de toutes les dimensions de la crise, de ne pas identifier tous les acteurs et de les sanctionner, encore que la possibilité d'une sanction dans le cas d'espèce n'existe pas. Ah, merci. Donc là, vous estimez que la fermeture du détroit est une arme que l'Iran utilise et pour défendre ses causes. C'est bien ça, monsieur? Je n'estime pas, c'est un constat et c'est un fait. On peut constater aujourd'hui que à cause de ce blocus, le monde entier et tous les acteurs de la scène internationale qui se respectent vont réfléchir à comment influencer le cours de l'histoire au Moyen-Orient, sans oublier que la plupart des États du monde arabe vont être à pied d'œuvre parce que les plus gros perdants, pour ne pas dire les perdants immédiats de ce blocus, c'est bel et bien ces États qui tirent au moins 90% de leur richesse de l'exploitation du pétrole et de sa commercialisation. Ils sont carrément à terre aujourd'hui. Et si ça continue pendant longtemps, c'est toute l'économie de ces États-là qui vont prendre un coup majeur. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Et c'est certainement à cause du blocus du détroit d'Ormuz qu'on se retrouve à avoir cette forte attention de l'autre côté. Si le détroit était ouvert et que tout circulait normalement, je pense que l'Iran serait totalement seul face à son sort. Donc vous estimez que bientôt, je dirais bientôt, tous les États arabes risqueraient d'entrer en guerre contre l'Iran? Non, tous les États arabes sont déjà à pied d'œuvre pour que cette situation cesse. Maintenant, est-ce qu'il faut entrer en guerre contre l'Iran ou il faut trouver le moyen de faire en sorte que la guerre s'arrête? C'est tout un autre débat et cela va varier en fonction des intérêts de chaque acteur. Et si cette tension actuelle persiste, le détroit d'Ormuz peut-il devenir l'épicentre d'un conflit régional majeur? Le détroit d'Ormuz est déjà l'épicentre d'un conflit régional majeur. Et donc ce n'est plus une nécessité de persistance, c'est un fait. On assiste à un fait et c'est l'élément qui fait que l'aspect économique de la question est beaucoup plus amplifié. Sinon, jusqu'à présent, ce n'était que l'aspect humain de la question. Mais les économies sont touchées et là, même si on est très loin du théâtre, on ne peut pas échapper aux conséquences économiques de ce qui s'y passe. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Est-ce que vous pensez que l'Iran a les moyens ou les capacités militaires nécessaires pour bloquer encore longtemps le détroit d'Ormuz? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs manières de bloquer le détroit d'Ormuz et qu'il ne faut pas forcément avoir l'armement le plus sophistiqué de la Terre. Il faut simplement avoir les stratégies nécessaires pour causer dommage à tous les grands navires qui vont vouloir passer par le détroit. Et donc, vous pouvez constater là tout de suite que malgré le fait que l'Iran ne soit pas outillé de l'armement nucléaire ou bien de l'armement militaire le plus récent et le plus sophistiqué, il cause quand même des dommages aux intérêts de tous les États impliqués dans ce conflit et même ceux qui ne le sont pas sur le plan économique. Donc, il ne faut pas forcément des armements spécifiques, c'est quelque chose qu'on va découvrir et je pense que pour ce qui est du blocus du détroit d'Ormuz, l'Iran dispose d'une capacité non négligeable.
Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes au thème de cet entretien et de tout ce que vous venez de dire. Nous retenons que les tensions actuelles dans le monde constituent un véritable défi pour la paix et la stabilité internationale. Les analyses et les éclairages apportés par monsieur Morgan, le directeur du cabinet Morgan Training, nous permettent de mieux comprendre les enjeux et les perspectives possibles face à ces crises. Nous le remercions sincèrement pour sa disponibilité et pour les informations précieuses qu'il a bien voulu partager avec nous. Nous espérons que le dialogue et la coopération entre les nations permettront de construire un avenir plus pacifique pour tous. Merci à vous, monsieur. Je vous en prie.